Au cœur du détroit de Tsugaru, entre Honshu et Hokkaido, au Japon, l'océan Pacifique se resserre dans un chenal large de 23 km, où les tempêtes d'hiver atteignent 40 mètres par seconde et où le fond marin se trouve à 140 mètres sous la surface. Pendant un siècle, on ne pouvait traverser qu'en ferry. En septembre 1954, un typhon a coulé 5 ferrys en même temps. Plus de 1400 personnes se sont noyées dans les eaux du détroit. 3 semaines plus tard, le gouvernement japonais lançait l'étude d'une traversée fixe par tunnel. Un magnifique cauchemar pour les géotechniciens. Le défi: percer 54 km de roches sous les fonds marins dans des formations que seules les machines comprendraient vraiment une fois dedans, à des profondeurs où la pression de l'eau sur chaque fissure du revêtement la forcerait à entrer avec une violence mortelle. Voici le tunnel du Seikan sous le détroit de Tsugaru, le plus long tunnel ferroviaire sous-marin jamais construit. En 1964, le percement du tunnel pilote a commencé. Des forages de reconnaissance depuis la surface avaient cartographié la roche le long du tracé prévu. Ce que les carottes ont révélé à la profondeur critique, c'est l'événement vers lequel tout le projet converge. Un système de failles coupe le tracé en diagonale et la roche de part et d'autre est perméable. Dans ces zones, l'eau souterraine subit toute la pression des 140 mètres d'océan au-dessus. Ce qui se passera quand la galerie pilote atteindra la faille décidera si le grand tunnel peut continuer. Plus de 200 machines furent déployées aux 2 têtes de chantier. Une armée de 3000 ouvriers arriva. La galerie pilote entra dans la roche côté Honshu par un matin de mars. Elle atteindra la zone de faille bien avant le tunnel principal. Ce sera la première à passer. On commence petit. Le tunnel pilote sert de sonde, foré très en avant de l'excavation principale pour drainer l'eau souterraine de la roche avant l'arrivée du grand percement. La galerie pilote se situe plus bas que le niveau prévu des voies. L'eau qui y pénètre s'évacue naturellement, loin du chantier principal au-dessus. On connaîtra exactement la nature du terrain devant le tunnel principal, parce que la galerie pilote l'aura déjà traversé. Elle entre dans des terrains qu'aucune reconnaissance de surface ne peut prévoir entièrement. C'est tout son rôle. Le cycle forage-minage fait avancer la galerie pilote dans une roche saine de 6 à 8 mètres par jour. Des trous de mine sont forés au front selon un schéma adapté à la résistance de la roche. Les charges explosent. La roche se fracture. Des chargeuses évacuent les déblais vers des wagonnets à voie étroite. Les wagonnets repartent vers l'entrée. Des rames vides reviennent pour le cycle suivant. Plus la galerie avance, plus la distance de transport s'allonge. Le réseau ferré intérieur s'étend avec elle. L'excavation du tunnel principal suit la galerie pilote avec des années de décalage en utilisant les données de drainage et d'investigation qu'elle fournit. Le tube principal fait 8 mètres de large et environ 8 mètres de haut. Des cintres en acier sont posés juste après chaque cycle de minage. Des panneaux de blindage ferment toute la voûte entre les cintres jusqu'au coulage du revêtement en béton derrière le front en progression. Le bétonnage se fait avec un coffrage mobile qui avance par étapes. Coulage, prise, avance. Le franchissement de la zone de faille est l'épreuve vers laquelle tout le programme pointe depuis que les reconnaissances l'ont révélé. La galerie pilote atteint la faille et l'eau jaillit sous pression par la première intersection. L'afflux arrache le matériel d'injection utilisé pour étancher la roche en avant. Des trous de reconnaissance sont forés depuis le front dans les matériaux de faille. Les mesures confirment que la faille se prolonge encore sur au moins 40 mètres le long du tracé. Impossible d'avancer au rythme normal. Les équipes d'injection travaillent dans une cavité de protection creusée devant le front. Pendant 6 semaines, du ciment est injecté dans la roche sous une pression croissante jusqu'à ramener le débit d'eau à un niveau maîtrisable. La galerie pilote repart. La zone de faille est refranchie. Des années plus tard, le tunnel principal suit le même passage injecté. Acclamation. Le tunnel du Seikan a ouvert au trafic ferroviaire en mars 1988. L'armée du chantier a remballé son matériel aux 2 têtes sur 4 mois. La voie étroite de chantier à l'intérieur du tunnel a été déposée et remplacée par une voie normale. Les installations de ventilation ont été achevées puis testées. Les refuges de sécurité aménagés dans les parois ont été équipés. Le premier train de voyageurs est entré le matin côté Honshu et est ressorti côté Hokkaido, 54 km plus loin, 23 minutes après son entrée dans le tunnel. La traversée en ferry, qui prenait 3h30 par beau temps et était annulée dès que la météo tournait mal, a été remplacée par un trajet de 23 minutes. Assuré quoi qu'il se passe à la surface du détroit. 23 minutes. Les trains qui empruntent aujourd'hui le tunnel du Seikan passent dans une section située à 100 mètres sous le fond marin, ce qui en fait le passage ferroviaire sous-marin le plus profond du monde. Les passagers regardent de par la fenêtre et ne voient que le revêtement de béton défiler dans la lumière du tunnel. Sous eux, l'océan ignore leur présence. La preuve de ce que les ingénieurs bâtissent quand une tempête noie plus de 1000 personnes et qu'un pays décide de sécuriser la traversée. Là où l'océan régnait sur le détroit, une voie ferrée passe désormais dessous.
Le Japon l'a construit parce que la tempête qui a tué ses passagers en 1954 fut la dernière fois qu'on a laissé cette traversée à la merci du temps. Une merveille d'ingénierie sous le détroit de Tsugaru. Si des projets comme celui-ci vous passionnent, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain. Laissez un commentaire et dites-nous d'où, dans le monde, vous regardez. Les chambres de refuge creusées dans les parois du tunnel du Seikan tous les 2 km abritent passagers et personnel en cas d'incendie ou d'urgence dans le tunnel. Chacune contient une réserve d'air, une liaison avec le centre de contrôle en surface, des vivres, de l'eau et du matériel de premier secours. En cas de feu, des portes résistantes aux explosions l'isolent du tunnel principal. Elles sont contrôlées à chaque tournée de maintenance. Les réserves sont renouvelées avant péremption. Les portes effectuent toutes leurs courses selon le programme d'inspection. Les chambres sont prêtes pour un événement qui n'est encore jamais arrivé. Le système de drainage du tunnel recueille l'eau souterraine qui continue d'entrer par de fines fissures du revêtement et par les couches drainantes situées derrière lui. Cette eau s'écoule vers des puisards placés au point bas du tracé. Des stations de pompage dans ces puisards relèvent l'eau vers des conduites montantes qui l'acheminent à la surface. Chaque puisard dispose d'une pompe en service et d'une pompe de secours. Si la première tombe en panne, la seconde démarre automatiquement. Sa capacité suffit à absorber tout le débit entrant, sans l'aide de l'autre. Le drainage évacue l'eau du tunnel en continu. La voie du tunnel du Seikan repose sur une assise ballastée dans les sections éloignées des portails et sur une voie sur dalle en béton dans les zones où le drainage et la maintenance sont les plus exigeants. Le tassement du ballast dans les sections principales du tunnel est plus faible qu'à l'air libre, car la température et l'humidité y restent stables toute l'année. Le ballast qui se tasse en surface sous l'effet du gel et des cycles thermiques n'est pas soumis à ces contraintes en souterrain. Des relevés de géométrie de voie parcourent le tunnel tous les 6 mois pour repérer et corriger tout tassement éventuel. L'exploitation à grande vitesse du Shinkansen, qui emprunte aujourd'hui le tunnel du Seikan, a exigé des adaptations de la géométrie de la voie, de la caténaire et des équipements de signalisation sur toute sa longueur. Les travaux ont eu lieu pendant les fenêtres de maintenance de nuit, entre le dernier train du soir et le premier du matin. Les équipes ont travaillé toute la nuit dans le tunnel pour remplacer des équipements, régler les alignements, puis libérer l'ouvrage avant le début du service matinal. Ces modifications ont prolongé la durée utile des infrastructures et augmenté la vitesse de transit des voyageurs sur cette ligne. La construction du tunnel du Seikan a établi des techniques de percement pour les longs tunnels ferroviaires sous-marins, ensuite reprises directement au Japon, et influençant la conception et la construction de tunnels sous-marins en Europe, en Asie et ailleurs. Les méthodes de coulis développées pour traiter la zone de faille sous le détroit de Tsugaru sont devenues la méthode de référence pour franchir des failles aquifères dans les percements sous-marins. La stratégie du tunnel pilote, utilisée pour reconnaître le terrain avant le tube principal, est désormais une pratique standard pour creuser sous des masses d'eau en géologie incertaine. Le savoir d'ingénierie accumulé dans le programme Seikan s'est diffusé depuis le détroit de Tsugaru vers tous les grands tunnels sous-marins profonds qui ont suivi. Le tunnel du Seikan est classé artère de transport critique par l'autorité ferroviaire nationale japonaise. Les plans d'intervention couvrent tous les scénarios, du déraillement et de l'incendie jusqu'à l'urgence structurelle ou médicale. Ils attribuent les responsabilités précises au personnel ferroviaire, aux équipes de maintenance du tunnel, aux pompiers, à la police et aux services médicaux. Des exercices ont lieu 2 fois par an pour tester la coordination entre tous les intervenants. Ils incluent des scénarios impliquant les chambres de refuge, les procédures d'évacuation, les accès en surface et les systèmes de communication. Leurs résultats sont examinés et les procédures sont mises à jour selon ce que révèlent les exercices. Le système d'éclairage du tunnel utilise des luminaires à diode fixés au revêtement en béton à intervalles réguliers sur toute la longueur des 2 tubes de circulation et du tube de service. Ces luminaires ont remplacé l'ancien éclairage à vapeur de sodium dans le cadre d'un programme de maintenance planifié. Le système à diode consomme nettement moins d'électricité et fournit un niveau lumineux plus uniforme sur toute la section du tunnel. Dans les tubes de circulation, l'éclairement respecte la norme requise pour la visibilité du conducteur dans la section ventilée et pour la visibilité d'urgence en cas de panne de courant. Les circuits d'éclairage de secours utilisent des batteries qui maintiennent le niveau lumineux minimal pendant la durée prévue par les procédures d'urgence. L'exploitation du tunnel du Seikan produit des données qui alimentent la base nationale japonaise de maintenance des infrastructures ferroviaires. Les relevés de géométrie de voie, les dossiers sur l'état du revêtement, les données de performance du drainage et les résultats de surveillance structurelle sont recueillis et archivés dans un format normalisé, permettant la comparaison avec des données équivalentes d'autres tunnels ferroviaires du réseau national. Cette base sert à prévoir les besoins de maintenance et à programmer les renouvellements lourds avant que les composants n'atteignent la fin de leur durée de service. Cette maintenance prédictive évite les défaillances d'urgence et permet de planifier les budgets sur un horizon glissant de 5 ans
au lieu de réagir aux pannes une fois survenues. Le tunnel du Sécan a démontré qu'un tunnel ferroviaire de 54 km, sous un détroit actif, était un projet d'ingénierie réalisable, avec les techniques de creusement et de traitement des terrains disponibles dans la seconde moitié du XXe siècle. Cette démonstration a levé le verrou technique qui freinait des projets de tunnels ferroviaires sous-marins d'ampleur comparable ailleurs dans le monde. Les projets venus ensuite, dont le tunnel sous la Manche entre l'Angleterre et la France, le tunnel du Fehmarnbelt entre le Danemark et l'Allemagne, et plusieurs tunnels sous-marins en Scandinavie, ont profité des connaissances acquises pendant le programme Seikan. Les informations d'ingénierie issues du tunnel du Seikan ont franchi les frontières et contribué à des projets au service de populations différentes dans diverses régions du monde. Les trains qui passent aujourd'hui sous le détroit de Tsugaru transportent des voyageurs qui n'étaient pas panés quand le tunnel a ouvert. Pour eux, c'est juste la façon normale de traverser le détroit. L'autre option, un ferry annulé par mauvais temps et long de plusieurs heures, même par beau temps, relève de l'histoire. Cette traversée qui a coûté plus de 1400 vies en une nuit, en 1954, et que les ingénieurs ont mis 30 ans à rendre sûr, n'est plus qu'un trajet en train de 23 minutes. Les ingénieurs qui l'ont construit ne sont plus là. Le tunnel, lui, fonctionne tous les jours. Le détroit au-dessus continue de bouger comme il l'a toujours fait. Les trains en dessous le franchissent désormais comme ils le feront toujours. La durée de service du tunnel du Sécan devrait dépasser 100 ans après sa mise en service, au vu de l'état actuel du revêtement en béton, du drainage et des éléments structurels. Cette estimation repose sur le rythme de dégradation mesuré depuis l'ouverture et sur le programme d'entretien qui le ralentit. Le béton de revêtement présente une carbonatation de surface conforme à une longue exposition à l'atmosphère du tunnel. Cette profondeur reste dans la plage, que l'enrobage des armatures prévues à la conception peut absorber avant que l'acier ne risque la corrosion. Cet enrobage a été défini avec une durée de service de 100 ans en tête. Le béton coulé dans les années 70 et 80 se comporte comme l'exigeait le cahier des charges. Le tunnel du Seikan est un ouvrage matériel, fait de béton, d'acier et de roches injectées. Il n'a aucune conscience des tempêtes au-dessus, des navires qui passent en surface, ni des passagers dans les voitures qui l'empruntent 2 fois par heure. Il absorbe l'eau souterraine qui continue d'entrer par de petites fissures du revêtement et l'envoie vers les puisards, où le drainage l'évacue. Il porte les charges des trains sur la voie posée sur sa dalle de radier et les transmet à la roche autour par le revêtement. Il conserve la géométrie que les ingénieurs lui ont donnée il y a 40 ans. Il fait son travail sans varier. Le détroit de Tsugaru s'étend au-dessus. Les trains passent dedans. La roche tient les deux. Le tunnel du Sécan mesure 54 km. 23 de ces kilomètres sont sous la mer. Son point le plus bas se situe 100 mètres sous le fond marin. Le détroit au-dessus est l'un des plans d'eau les plus dangereux du Japon. Les trains en dessous le franchissent toutes les 23 minutes. Le ferry qui l'a remplacé était annulé pour cause de météo 30 jours par an. Le tunnel, lui, n'a jamais été annulé à cause du temps. La roche entre le train et l'océan ne change pas. Le tunnel du Seikan n'est pas le tunnel sous-marin le plus célèbre du monde. Cette place revient au tunnel sous la Manche entre l'Angleterre et la France. Mais le Seikan est le plus profond, celui construit dans les conditions les plus dures, et celui dont le chantier a fixé les méthodes reprises ensuite par tous les autres tunnels sous-marins. Il a été construit sans les outils de calcul, les systèmes de suivi de précision, ni les engins de forage avancés dont disposaient les projets suivants. Il a été bâti par 3000 ouvriers en 24 ans avec les meilleures méthodes disponibles à chaque étape. Il a ouvert, il fonctionne. Il fonctionne chaque jour depuis. Le détroit au-dessus est toujours le même. Le tunnel en dessous aussi.